on va extraire du sous-sol, grâce à cette espèce de boîte de conserve, des roches qui sont en sous-sol jusqu'à 80 mètres de profondeur, afin de déterminer comment on va creuser. Et si dans certains cas, il n'est pas souhaitable peut-être de changer un tout petit peu l'itinéraire, on va optimiser l'itinéraire grâce à ce système de carottage. Sous Paris, sous la banlieue, donc nous sommes sur un bassin sédimentaire et vous avez des couches sédimentaires qui sont donc sous l'agglomération francilienne, et ces couches se sont constituées il y a fort longtemps. Elles ont entre 30 et 60 millions d'années. 30 à 60 millions d'années. Ce sont des couches qui se sont constituées progressivement. Alors vous avez quoi? Vous avez du givre, vous avez du calcaire, vous avez de l'argile, vous avez des marnes et caillasses, vous avez du sable. Et le problème, c'est que pour creuser, il faut savoir ce qu'on a. Là, vous avez notamment, suite à un forage, vous avez de l'argile. L'argile, par exemple, c'est un problème, parce que creuser de l'argile, c'est complexe, et l'argile, elle aime bien l'eau, et que l'eau, quand ça gonfle, enfin l'argile, quand il y a de l'eau, ça gonfle. Autant vous dire que c'est pas pratique pour creuser. Ah. Donc, évidemment, il faut déterminer la nature du sous-sol pour limiter les aléas. Parce que quand vous creusez dans le sous-sol, il y a toujours des surprises. On a des cartes géologiques, on a des cartes géologiques, mais on ne connaît pas tout ce qu'il y a dans le sous-sol. C'est impossible. C'est absolument impossible. Donc, première démarche déjà, identifier ce qu'on a en sous-sol pour déterminer comment on creuse. Deuxième élément, même moi. Je vais donner fausse adresse sans vendre rue. Bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je suis là pour ça. Prenez toutes les photos que vous voulez, il n'y a aucun problème. Alors, venez vers moi. Une fois qu'on a déterminé des choses qui existent déjà, et ça on les connaît un peu plus, ce sont ce qu'on appelle notamment les réseaux enterrés. Les réseaux enterrés, c'est le réseau d'électricité, la fibre optique, l'eau, les égouts, tout ce qui en sous-sol permet de faire vivre la ville et notamment votre habitation. Parce que pour que vous ayez Internet chez vous, pour avoir de la fibre optique, ça passe sous les trottoirs en Ile-de-France. Parfois, plus en zone un peu plus rurale, ça va être sur des poteaux, mais en Ile-de-France, c'est essentiellement en sous-sol. Et avant de faire le métro, il va falloir dévier tout ça. C'est-à-dire qu'il faut isoler une zone où on va mettre les gares, les tunnels, et ça, vous voyez les câbles électriques, on ne va pas couper les câbles, mettre le métro à la place. Si vous n'avez plus d'électricité chez vous, c'est un problème. Donc il faut dévier, et ça peut prendre déjà un certain temps. Dans le secteur du Bourget, ça a mis 1 an. Avant de creuser votre station de métro ou votre tunnel, le premier problème, c'est surtout pour les stations, pour les gares, le premier problème, effectivement, c'est de dévier ce qui existe pour que ça ne gêne pas le chantier. Venez par ici. Et sinon, des autres, sinon. Le métro, il est très profond. Le métro du Grand Paris Express, pourquoi il est très profond? Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses en sous-sol, il y a déjà des lignes de métro, il y a déjà des lignes de RER, il y a des tas d'installations qui font qu'en fait, il faut aller de plus en plus profondément. Le métro de Paris, vous le connaissez tous, plus ou moins, le métro de Paris n'est pas très profond. Il a été construit sous les rues, par la ville de Paris, à partir de 1900. Le métro de Paris, le plus possible sous la chaussée. Le métro de Paris est à 5-6 mètres, on va dire, de profondeur. Là, vous allez voir, c'est beaucoup plus. À votre avis, d'ailleurs, à Paris, quelle est la station la plus profonde? C'est ça que c'est si profond. C'est le Montparnasse aussi. Ouais, là-bas, je pensais que c'était cité. Sainte-Geneviève, par exemple. Ménilmontant. Ménilmontant, c'est 1000 km. Donc Paris n'est pas une ville plate, ce qui explique qu'on ait des stations de métro qui, dans certains cas, sont très profondes. Quand on commence à creuser, on a des surprises. Alors parfois des bonnes surprises, parfois des mauvaises surprises. Le sous-sol est évidemment capricieux. Je vous parlais de l'argile. L'argile, c'est pas ce qu'on aime le plus quand on fait des chantiers en sous-sol. Mais en sous-sol, il y a aussi des vestiges. Et donc, archéologiques. Et donc, on fait des fouilles. Et qu'est-ce qu'on trouve parfois? C'est à Vitry-sur-Seine. On a trouvé une nécropole du Moyen-Âge. Il y avait 250 tombes. Ça datait du Moyen-Âge. Et on a aussi trouvé un os de mammouth. Voilà, de tout. Donc, tout ça va être valorisé et présenté notamment dans la gare de Vitry. À croire que le métro, ça cache vraiment bien. À part que le métro, ça cache vraiment des surprises. Eh oui, parce que quand on creuse, alors c'est pas ici tu peux trouver n'importe quoi. Dès que vous creusez un truc, il y a toujours un problème. Donc, mais le métro, effectivement, quand on commence à creuser, on a des surprises. Parfois, ce sont des bonnes surprises, choses assez sympas. Parfois, c'est quand on construit. On parlait à la ligne 14, la porte de Clichy, le chantier a eu un petit souci il y a quelques années. 1 an d'arrêt de chantier, porte de Clichy, il y a une nappe phréatique qui a commencé à monter. 1 an d'arrêt de chantier inondé. C'est pour ça qu'il y a eu du retard, quoi. Ouais, 1 an d'arrêt de chantier. Ouais. Donc il y a des surprises. On peut pas. Il faut bien comprendre que le sous-sol, on le connaît, mais on ne pourra jamais le connaître mètre par mètre. C'est impossible.
Et puis il y a des phénomènes qu'on ne maîtrise pas. Et vous voyez, c'est pas des lignes. Le sous-sol, vous avez des couches sédimentaires. Vous voyez, c'est fluctuant. Hein, vous voyez, c'est ondulé. Hein. C'est pas plat. Hein, ce serait trop simple. Et ça a entre 30 et 60 millions d'années. Donc forcément, il y a des surprises. Alors, une fois qu'on a déterminé le sous-sol, on est bon, on a dévié les réseaux souterrains, on a identifié les éléments archéologiques, on passe notamment au vif du sujet. Un des vifs du sujet, c'est notamment, bien évidemment, creuser les gares. Vous voyez par ici. Creuser les gares. Alors on parle vraiment de gare dans le Grand Paris Express, on ne parle pas de station comme dans le métro classique, que dans le Grand Paris Express, vous avez vraiment en surface des émergences, des bâtiments voyageurs, comme on dit dans le courriel. Donc vous avez vraiment une présence du bâtiment, de la gare, qui est totalement différente d'une station de métro, où à Paris, les stations de métro sont assez discrètes quand vous regardez bien. Vous avez un escalier, vous avez Hector Guimard qui a fait de très belles entrées, mais c'est rarement, imposant, une station de métro. Là, vous aurez 68 gares qui ont toute une architecture qui en surface sera différente. Ce sont des bâtiments, notamment Saint-Denis-Pléiade, vous verrez après, ce sera un bâtiment absolument hors norme. Alors, une fois qu'on a déterminé les endroits par où on passe, qu'on sait à peu près ce qu'il y a dans le sous-sol, on a fait les travaux préparatoires, on va commencer à creuser. Ça, c'est la gare de Villejuif, l'Institut Gustave Roussy. Ah ouais. Impressionnant, hein, ça, comme gare. C'est là où la ligne Ce qui est 14. impressionnant sur celle-ci surtout, c'est qu'en fait, il y a deux lignes qui se croisent. C'est la 14 et la 15. Voilà. Elles vont se croiser de manière comme une croix. Deux lignes qui vont se croiser ici, la 14 et la 15. De façon perpendiculaire. Ouais, c'est ça. Elles se croisent de manière perpendiculaire. C'est un truc absolument rigolo. Donc ça, c'est la gare de l'Institut Villejuif Gustave Roussy. Là, vous avez quoi? Vous savez ce que c'est, ça? Et voilà. Et oui, parce qu'il faut du béton. Hein. On va en parler pour creuser la gare. Donc il y a plusieurs méthodes pour faire une gare, une station de métro. Il y a des tas de méthodes. La technique est retenue pour le Grand Paris Express, ce sont les parois moulées. Sauf évidemment pour les stations qui sont en aérien. Dans ce cas-là, la situation est différente. Mais il y a très très peu de gares en aérien. Vous verrez, il y a une maquette à côté, dans la salle après le design, vous verrez ça. Vous avez une maquette de la toute neuve de la gare du parc des expos de Villepinte. Elle est en aérien. Ah. Alors, venez par ici. Donc, il y aura 68 gares et la majorité, donc quasi-totalité, sera en souterrain. Comment on fait pour construire une station de métro, une gare de métro? La technique qui est retenue, c'est la technique des parois moulées. Concrètement, comment ça marche? En fait, dans un premier temps, on délimite la zone où il y aura la gare et on va creuser des petits murets, deux petits murets, le long du périmètre de la gare. Vous voyez, la gare, elle sera là, donc on va creuser deux petits murets et ensuite, entre ces deux petits murets, on va creuser à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, une machine va creuser, pour créer les parois de la gare. En fait, d'abord, on fait les murs. On fait ce qui entoure la gare. Ils sont en extérieur, les murs. Ouais, tout est en sous-sol. Tout est en sous-sol, on creuse. Donc on va d'abord créer des parois moulées, donc c'est un peu les murs qui entourent la gare. Ensuite, une fois qu'on a fait les murs, première étape, déjà ça prend un certain temps, donc on creuse, on a les parois. Ensuite, deuxième étape, il faut creuser la partie de la gare, la partie souterraine. Vous avez fait la bordure, vous avez ce qui encaisse la cage. Voilà, la cage, elle est faite, sauf qu'il faut creuser la gare. Deux solutions. Soit on creuse à ciel ouvert, donc vous voyez, on descend petit à petit. Ça, c'est la solution la plus simple. C'est-à-dire que vous creusez à ciel ouvert, et pendant ce temps-là, quand on creuse, on rajoute entre les deux parois du tunnel de la gare, on rajoute ce qu'on appelle des butons, une espèce de grands piliers qui vont soutenir la structure. Parce que si vous creusez et que tout s'effondre, c'est pas terrible. Les parois, si elles s'effondrent, ça peut arriver. Donc là, c'est pour soutenir les parois. Ensuite, on remplacera les butons par des dalles qui sont en fait les niveaux de la gare, les différents niveaux de la gare. Ça, c'est la solution la plus simple. La deuxième solution qui existe, elle est utilisée quand c'est un petit peu compliqué de faire un immense trou pendant 2-3 ans. On va mettre une dalle au-dessus. C'est-à-dire que on a fait les parois et en fait, on pose une dalle en béton au-dessus de la gare et on va creuser progressivement sous la dalle. Ça, c'est intéressant. L'inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus long. Voilà, c'est beaucoup plus long à faire. Mais dans des secteurs urbains très contraints, où on peut difficilement bloquer un... Alors,
On a parlé, déjà, on creuse une gare, hein, ça c'est évidemment l'élément le plus visible quand vous êtes dans le quartier autour de la gare, ça vous le voyez, pour ne pas le rater. Mais il y a aussi des ouvrages, des installations qui sont plus discrètes, notamment ce qu'on appelle les ouvrages de service. Vous connaissez le métro de Paris actuel, les stations de métro sont assez proches à Paris, autour de 4 à 500 mètres, elles ne sont pas très éloignées les unes des autres, ça a été voulu comme ça par la ville de Paris au début du XXe siècle. Là on est sur quelque chose d'assez différent avec des stations beaucoup plus espacées. On aura 68 gares pour 200 km, alors que le métro de Paris, c'est à peu près 200 km, il y a plus de 300 stations. Donc on voit bien que les gares du Grand Paris Express, elles sont plus espacées, de l'ordre de 2,5 km à peu près entre chaque gare. Et la grande nouveauté, c'est qu'on va installer donc ce qu'on appelle des ouvrages de service, qui sont, en plus des gares et en plus des tunnels, des installations, tous les 800 mètres, qui vont avoir plusieurs usages. Premier usage, la ventilation. Dans le métro à Paris, il y a des ventilateurs, sauf que ces ventilateurs ne servent pas de sortie de secours. Là, ça servira s'il y a besoin de sortie de secours. Donc vous aurez tous les 800 mètres un système avec l'évacuation de l'air, ventilation d'air, escalier de secours, accès pompier, et aussi des locaux techniques qui pourront exister à l'intérieur pour l'exploitant du métro. Et donc tous les 800 mètres, vous aurez ce type d'installation. Parfois, vous les verrez en surface, il y aura des petits bâtiments. Parfois, il y aura juste une grille. Vous voyez, une grille avec un petit escalier. Vous voyez, un petit escalier de secours. Parfois, on voit ça dans Paris, en banlieue. Tiens, c'est quoi ce truc-là? Ça peut être une sortie de secours, un accès pompier pour le RER, pour ce genre de choses. Et bien là, vous aurez ça, mais tous les 800 mètres. Vous voyez, en plus, les règles ont beaucoup évolué. Vous avez peut-être entendu parler, peut-être pas pour les plus jeunes, mais de l'accident du tunnel du Mont Blanc, il y a quelques années, qui a entraîné une modification de la réglementation. Chaque accident, on va être très clair, ça permet d'améliorer le système et puis aussi de changer les règles. Et on voit les failles. Voilà. Donc le nouveau métro, évidemment, il sera aux normes du 21e siècle. Je vais par ici. Alors évidemment, qui dit tunnel, qui dit creusement, dit déblai. D'ailleurs, on creuse beaucoup. Le métro du Grand Paris Express, donc on estime qu'il y aura à déblayer, et on en a à peu près la moitié, 45 millions de tonnes. Alors 45 millions de tonnes, le grand bain, 50 mètres, 9000 piscines. Ah ouais, peut-être on se dit, 9000 ça fait beaucoup. Hein. Quand on dit 45 millions de tonnes, c'est très abstrait. Voilà, on ne sait pas ce que ça représente. 9000 piscines olympiques, on dit, ah ouais, c'est pas mal. Donc ces gravats, on va dire un peu comment ils sont valorisés. Ces gravats, ils peuvent être évacués idéalement par voie ferrée ou par bateau, sinon c'est par la route, bien évidemment. Mais en tout cas, il faut imaginer 40 projets, hein, on est vraiment dans du concret. Et donc la ligne 15 Sud, le tunnel a été achevé déjà, Mont-Sèvres, Noisy-Champs, ouverture fin 2025. On va parler des gravats justement, puis après on va parler du tunnelier. Alors, venez par ici. Venez. Tous ces déblais, l'idée c'est d'en faire quelque chose. Parce qu'on extrait de la terre, on extrait des roches, l'idée c'est de valoriser, d'en faire quelque chose. Il y a deux manières de valoriser en fait ce qu'on déblaye. D'une part, ce qu'on appelle la valorisation volume. Concrètement, la terre, elle peut servir pour un projet. Vous avez une municipalité qui veut développer un parc. Ah ben c'est bien, on met de la terre, comme ça on fait une petite colline dans un parc, c'est très bien. Autre possibilité, à Paris et en banlieue, vous savez, pour construire au-dessus de Paris et de la banlieue, on a beaucoup extrait en sous-sol, des pierres. Pour construire Paris au-dessus, on a beaucoup creusé en sous-sol dès le Moyen-Âge. Et qu'est-ce qu'il y a sous Paris et sous certaines communes de banlieue? Il y a des carrières. Et ces carrières, dans certains cas, quand le métro arrive, pour que ça tienne, il est préférable de les remblayer, c'est-à-dire qu'on met de la terre pour que ça tienne. Il y a sous Paris, dans certains quartiers et en banlieue, vous avez des endroits où il y a des carrières en sous-sol. Et évidemment, c'est un secteur très fragile, c'est très surveillé. Et l'arrivée d'une ligne de métro, ça peut fragiliser cet univers qui n'a pas bougé depuis le Moyen-Âge, depuis des centaines d'années. Donc ça, c'est une première possibilité de valoriser ce qu'on a déblayé, c'est remblayer en sous-sol des carrières, ou alors, pour des projets, le tunnel, et ça sert à faire ce qu'on voit devant nous. Voilà, c'est ça. Le tunnelier, comment ça fonctionne? Il y a deux pays dans le monde qui savent faire des tunneliers, l'Allemagne et la Chine. Et déjà, très peu de... Ça a été inventé par un Français, Marc Brunel, au 19e siècle. Mais en tout cas, il y a deux entreprises. C'est quoi? C'est un de creuser le tunnel. Premier élément du tunnelier, regardez devant vous, la roue tourne, c'est ce qu'on appelle la roue de coupe. C'est ce qui va creuser donc dans la roche.
Alors le tunnelier, il va creuser entre 15 et 55 mètres de profondeur, hein, entre 15 et 55 mètres de profondeur. Donc c'est très profond. Il arrive, on met un puits, il arrive démonté, on le monte en sous-sol, et donc cette ligne de coupe, elle va être adaptée en fonction du sous-sol. Et c'est là qu'on revient à l'étape numéro 1, déterminer ce qu'il y a en sous-sol, parce que l'unité du système. Imaginez d'un coup, vous creusez et vous avez une flotte qui arrive, de l'eau. Derrière, il y a des gens. C'est Pour savoir, le tunnelier, il y a des gens à bord, hein, donc on va en parler. C'est une usine bougeante. Voilà, c'est un train-usine qui est très long d'ailleurs. À votre avis, ça mesure combien ce truc en longueur? Là, c'est une maquette, hein. En vrai, ça mesure combien? 100 mètres. C'est ça, monsieur a tout à fait raison, ça fait 100 mètres et ça fait 10 mètres. Voilà, Bonne on a réponse. qu'à réviser. Voilà. Et ça fait 10 mètres de largeur, hein. Le diamètre, ça fait 10 mètres. 100 mètres sur 10 mètres. Pour ceux qui sont avec la ligne 14, le quai de la ligne 14 fait 120 mètres. Donc imaginez que c'est presque aussi grand que le quai de la ligne 14, ce truc-là. Donc vous avez ce qu'on appelle la roue de coupe, ensuite le bouclier qui assure l'étanchéité du système, ensuite juste derrière vous avez ce qu'on appelle la jupe, bizarre comme ça. La jupe c'est le système, c'est cet engin qui va permettre de créer les parois du tunnel. Ah, ça sert pas à extraire quoi. Et derrière vous avez la réserve de ce qu'on appelle le poussoir, regardez ce qui est là, le poussoir, ce qui est sous l'élément jaune, ce qui va permettre de créer le tunnel, je vais y revenir. Et vous avez toutes les équipes qui travaillent ici. Il y a à peu près 15 à 20 personnes là-dedans. Parce que pour faire un métro tout automatique, le métro du Grand Paris, il n'y aura pas de conducteur. Mais avant, pour faire les tunnels, il faut les conduire. Dans le train-usine, il y a 15 à 20 personnes. Ils vont se relier 24-24. Une équipe, c'est 60 personnes à peu près. Et donc, ils font les 3 minutes. Et il fait très chaud. Hein. En sous-sol, il fait à peu près 15 degrés. Mais avec ça, il fait beaucoup plus. Donc, on va de l'autre côté du fonctionnement précis. Donc, le tunnelier avance, et au fur et à mesure de son avancée, vous avez ce qu'on appelle les voussoirs, donc l'élément qui est sous le bloc jaune. Les voussoirs, en fait, ce sont des plaques en béton armé qui vont permettre de faire la voûte du tunnel. En fait, vous voyez, c'est arrondi, hein. Vous voyez, c'est arrondi le voussoir. En fait, le voussoir sert à faire un anneau, que vous voyez juste devant vous, et cette voussoir, ça forme un anneau. Donc pour faire un cercle complet, il faut Vous posez des 7 voussoirs. Ah ouais. Et ça, c'est ce qu'on appelle la jupe, il y a l'érecteur qui est ici, qui va, donc les voussoirs avancent comme ceci, vous voyez, de manière mécanisée, arrive ici, et l'érecteur va poser Le voussoir. le voussoir, et il faut 7 voussoirs pour faire un anneau. puzzle. C'est comme un puzzle, ça fonctionne comme un puzzle. Question. Comment ça fait pour tourner Ah, bah, c'est dans les mécanisé. virages? Ah bah tout ça c'est extraordinaire, c'est un système qui est mécanisé, qui avance. En fait il y a une réserve de voussoirs qui est juste en dessous, et il y a un système un peu de treuil qui va chercher les voussoirs là, et qui les fait avancer. C'est comme, ça ressemble à un jouet ce truc, hein. C'est un vrai jouet ce machin. Dans les virages, c'est ça? Oui, c'est dans les virages. Ah, Les voussoirs sont adaptés. ah oui, de toute façon le système, de toute façon le système est adapté pour ça. Et cette voussoir, ça va former un anneau. Et en fait, pour les 200 km, il faut 100 000 anneaux. 100 000 anneaux pour faire les 200 km. Donc il faut 700 000 voussoirs. 700 000 pièces comme ça pour faire les 200 km, près des 200 km de tunnel. Parce que tout n'est pas en tunnel, mais on va dire les près 185 km à peu près de tunnel. Ça va être fait donc avec ces fameux voussoirs. Et vous avez une vis d'extraction, ce qui ressemble un peu à une fusée spatiale, là, le truc qui monte là. Tous les déblais sont évacués par cette vis d'extraction. Ensuite, ça retourne par là-bas avec des tuyaux, des canalisations qui vont vers la surface. Et ensuite, on essaie de valoriser tout ce qu'on a extrait. Et c'est tout un cercle, hein, vicieux ou vertueux, je sais pas comment il faut dire, plutôt vertueux. Et donc, ce tunnelier, à quelle vitesse il avance? C'est ça la question, parce que c'est un système démentiel. Hein. À votre avis, ça avance à combien de mètres par jour on peut faire d'anneaux? Voilà, on fait des anneaux avec les voussoirs. Combien est-ce qu'on arrive à faire de mètres par jour? 12 mètres. C'est ça, 10 à 12 mètres. Ça fait 3 km par an. Alors évidemment, on se dit, ouais, bah 200 km, c'est bon, on n'est pas arrivé. Hein. Et bien en fait, évidemment, il y a beaucoup de tunneliers, on a à peu près une vingtaine de tunneliers donc, qui sont en activité. Et donc 10 à 12 mètres par an. Donc c'est un système qui est extrêmement puissant. Voilà.
Le métro de Paris, la ligne 14 a été faite comme ça. Il y a eu quelques traversées sous la Seine qui ont été faites de cette manière-là aussi, mais le métro de Paris historique n'a pas été fait par du tunnelier. Ça... En virage, Ouais. je me souviens, il y en a qui sont plus larges d'un côté. Ah oui, c'est ça. Alors ouais, c'est ça. Ce qui est compliqué en plus, c'est que ça fonctionne au millimètre près. Hein. Donc les équipes qui sont à bord, il ne faut pas qu'elles se plantent dans le parcours, hein, au passage. C'est au millimètre près. Donc tout ça est très très bien structuré. Les gens qui travaillent là-dedans connaissent très bien leur truc. Mais disons qu'il y a 15 à 20 personnes qui vont travailler sur ce tunnelier. Et le tunnelier, une fois qu'il a terminé sa mission, on va le démonter et souvent on va le remonter ailleurs. Dans certains cas, les tunneliers ils restent sur place. Pour le tunnel sous la Manche, ils sont toujours sous la Manche. En revanche, là, on les récupère, ils vont aller sur d'autres chantiers. Parce qu'en plus, il y a des réparations express, mais c'est la SNCF qui le fait, c'est SNCF Réseau qui le fait. Ce sont effectivement des techniques tunneliers, hein, c'est le même système. Voilà. Donc la différence, évidemment, c'est que le Grand Paris Express, il y a une vingtaine de tunneliers qui tournent parce qu'il faut creuser près de 200 km. Voilà. Et comme je vous disais, c'est 10 à 12 mètres par jour, en sachant qu'il peut y avoir des aléas, évidemment. Donc le tunnelier, c'est un... C'est un système qui avance grâce à ce qu'on construit. En fait, ça avance grâce aux poussoirs qui sont posés, grâce aux anneaux. Et bien ensuite, le bouclier, là, il s'appuie sur les zones déjà construites. Et ça avance comme ça. C'est un vrai jouet. Hein. Quand on regarde sur une vidéo, c'est un vrai jouet. Bon, pour les gens qui travaillent là-dedans, c'est moins jouet parce que voilà. Mais c'est le système en lui-même. C'est une véritable usine à faire des tunnels, clé en main. C'est du kit en fait. Hein. Là, c'est du tunnel, il est fait là. Voilà, c'est ça. Et ça s'appuie. Le pétrole, il est plus à vous. Et avec cette étazine, c'est à vous, sauf si ça vaut beaucoup d'argent. Si ça vaut beaucoup d'argent, ça éteint. C'est pas idiot, hein. Voilà. S'il y a du pétrole ou une mine d'or en dessous de chez vous, rassurez-vous, c'est pas pour vous. Donc là, on va parler effectivement des verres, on va en parler un petit peu. Une fois qu'on a construit ce fameux métro, le tunnel et le gare, il y a la maintenance du système. Alors, après, évidemment. Mais vous aurez sur le Grand Paris Express différents centres de maintenance. Alors vous avez 3 types d'installations pour que ça tourne le métro. Déjà un poste de commande centralisé, RATP en a pour ce réseau. Vous avez un site pour la maintenance des infrastructures, différents sites, pour entretenir les infrastructures. Ça c'est la RATP qui le fera. Et vous avez le site de maintenance et de remisage, ça c'est pour l'entretien des trains. Et vous avez même des sites comme Volmet. Vous aurez les 3 activités au même endroit. Et vous retrouvez ici l'activité d'Aulnet. C'est sur le site de PSA Aulnet, où Citroën qui est parti. Vous aurez sur ce site 3 activités pour les 16 et 17. Le poste de commande centralisé, c'est pour l'exploitation. Le SMI, c'est pour l'infrastructure. Le SMR, c'est pour le matériel. Voilà. Ça, c'est très important. Là, vous avez tous ces centres de maintenance. Évidemment, ce n'est pas ce dont on parle le plus. Mais pour que le métro fonctionne, si vous n'avez pas de maintenance, le métro ne fonctionnera pas. Voilà. Donc les commandes de train, d'ailleurs, c'est Alstom qui a été retenu pour toutes les lignes, 15, 16, 17 et 18. Voilà. Les trains, comme disait monsieur, sont en cours de construction à Valenciennes. Voilà. Ce sera du roulement sur fer classique. D'ailleurs, voilà, je vais mettre là. Le métro, il va rouler sur les rails. À Paris, on a des métros sur pneus. Pour ceux qui sont arrivés par la ligne 14, on a des métros sur pneus. Ouais. Le métro sur pneus, ça a été une grande innovation française des années 50-60. Ouais. Il y a une 11, il y a une ligne 4, puis plus tard, la ligne 6 ont été mises sur pneus. La ligne 14 est sur pneus, donc c'est une vraie technologie très intéressante, le pneu. Mais le Grand Paris Express sera sur rail. Plusieurs raisons. Le métro sur pneus, ça consomme plus d'électricité. Alors, il y a 30, 40, 50 ans, c'est pas trop le problème. Aujourd'hui, c'est un problème. En maintenance, le pneu, c'est assez lourd. C'est plus complexe, plus coûteux que du chemin de fer, on va dire, classique. Quand on a fait la ligne 14, il y avait l'idée qu'il fallait mettre les portes palières. Vous savez, les portes palières, il faut que le train il s'arrête pile devant la porte palière. Il n'y a pas de conducteur. Si votre train ne s'arrête pas pile devant la porte, c'est un problème. Du train. Bah ouais. À l'époque, dans les années 80-90, le pilotage automatique, donc sans conducteur, était beaucoup plus maîtrisé avec le pneu qu'avec le chemin de fer classique. Depuis, on a fait beaucoup de progrès. Et il se trouve que pour le Grand Paris Express, on aura des vitesses qui sont beaucoup plus élevées. Et le problème du pneu, c'est que ça fait du bruit.
Quand ça roule vite, ça fait du bruit. C'est bruyant en fait. C'est bruyant. Ouais, Le c'est métro bruyant. à grande vitesse, c'est pas adapté. Donc là, on revient du chemin de fer tout à fait classique avec un pilotage automatique sur rail. Ça, ce sont des rails qu'on appelle des rails Vignol. Voilà, c'est Monsieur Vignol qui a créé ça il y a fort longtemps. Donc ce sont des coupons de 18 mètres de rails qui sont soudés, ce qui évite le tatac-tatac. Sur les lignes de chemin de fer un peu anciennes, on tatac-tatac, tatac-tatac, tatac-tatac. Les claquements quoi. Là, on n'aura pas le tatac-tatac. Les Comme le claquements, TGV par exemple, il n'y a pas de tatac-tatac, parce que les rails sont soudés. Donc on revient en tout cas sur un chemin de fer classique, métro sur pneu. Ce qui est sur pneu reste sur pneu. N14 reste sur pneu. Mais les nouvelles lignes ne seront pas sur pneu. Et l'écartement, c'est 1,435 m, c'est le même que dans le métro, c'est le même qu'à la SNCF. Ça, c'est un écartement standard. Derrière nous, on parlait de la valorisation des blés. Donc là, vous avez, sur les 4 blocs qui sont là, donc là, vous avez ce qui vient du sous-sol, lorsque la route coupe, elle fonctionne, lorsque le tunnelier creuse. Et qu'est-ce qu'on peut en faire après? Soit on peut en faire notamment, ce que vous avez ici, du substrat agronomique. Donc ça sert pour planter, tout simplement. Sur le toit de l'Opéra de Paris, ils ont installé ça il n'y a pas très longtemps. Et puis là, vous avez du granulat qui sert notamment pour faire du béton. Voilà, pour construire du béton, des granulats. Autre possibilité, donc ça c'est la valorisation, on va dire volume, c'est-à-dire que là on valorise de manière pas très solide, on va dire. Et ici, valorisation matière, avec 2 utilisations possibles. On fait des briques qui peuvent servir après à faire les gares du Grand Paris Express en surface. Et ça sert notamment pour faire des pavés. Des pavés pour les trottoirs. Ah ouais. Donc pavés de béton qui servent notamment à Paris dans le quartier des Batignolles. Oui, c'est vrai, on peut faire des habitations avec tout ce qui est. En fait, l'idée c'est de valoriser 70% au maximum. Voilà, c'est de valoriser à peu près 70% tout ce qui sort. Bon les mecs, Sort du sous-sol. je vous dis à tout de suite. Donc, En plus, vu que je suis au Paris Express, il y a plein de secteurs qui vont se créer